m'appelle Mounir Anastase, je suis l'ambassadeur délégué permanent alternant de Palestine auprès de l'UNESCO. Et ce, depuis 2015. Avant, j'étais conseiller culturel et je m'occupais des questions culturelles. J'ai eu la chance aussi d'assister à la préparation de la convention de 2005, qui est la convention pour la protection de la diversité des expressions culturelles. Et donc, il y avait au départ une déclaration de l'UNESCO pour la diversité culturelle. Et puis, pendant les discussions, il y avait deux parties. Une partie dans laquelle la France était très active et était en tête, qui défendait l'idée de la diversité culturelle. Et l'autre partie en tête, c'était les États-Unis qui étaient contre toute expression et toute contrainte internationale sur la diversité culturelle. Et l'idée là-dedans, au départ, c'était un peu plus dirigé vers l'industrie cinématographique et pour limiter un petit peu la dominance internationale du cinéma américain. Et donc, comme à l'UNESCO, il y a toujours des débats et ça prend du temps, et il faut toujours parvenir à une sorte de consensus, finalement, la Convention, tant bien que mal, elle couvre une bonne partie de ses propos initiaux. Donc, je disais que dans la préparation, avant la Convention, on avait la déclaration. Et pendant quelques années, il y avait des débats à chaque conseil exécutif. À l'un des conseils exécutifs qui coïncidait avec les élections américaines, pour lesquelles il y avait Bush et Gore qui étaient candidats. L'ambassadeur de la Grèce à l'époque, qui est un intellectuel important et très connu, qui est Vassili Vassilikos, il disait pourquoi nous avons besoin d'une convention pour la diversité culturelle. Et parce que nous vivons de plus en plus dans une société monosyllabique. Maintenant, tout est in, out, up, down, on, off. Et il a dit d'où ça vient. Ça vient de la technologie et notamment des États-Unis. Il dit si on regarde l'histoire des États-Unis, ils nous ont servi d'abord un président avec 4 syllabes, Eisenhower, ensuite à 3 syllabes, Kennedy, ensuite une série de 2 syllabes, Carter, Reagan, et maintenant monosyllabique, un seul, Bush ou Gore. Et donc, c'est ça le propos de la Convention pour la diversité culturelle. C'est de garder vraiment toutes les expressions et de ne pas laisser dominer et standardiser la culture au niveau mondial. Depuis mon jeune âge, je pratiquais la musique et la politique en parallèle. En Palestine, les enfants, à partir de 9-10 ans, ils commencent à parler politique, ils s'intéressent à la politique, et c'était mon cas. Et en même temps, je faisais de la musique, en l'occurrence, c'était du piano. Et lorsque je suis venu en France, l'idée, c'était de continuer mes études de piano pour devenir pianiste. Et puis, étant au conseil, pour faire court, à la fin, je me suis dirigé vers les classes d'écriture, ce qu'on appelle l'écriture, l'harmonie et le contrepoint. Et l'un de mes professeurs d'harmonie m'a parlé de la musique contemporaine que je ne connaissais absolument pas. Cependant, il y avait quelque chose, la première fois quand j'ai écouté la musique de Xenakis et la musique concrète de Pierre-Henri et de Pierre Schaeffer, ça m'a parlé immédiatement. Pourquoi? C'est ça la chose. C'est que quand j'étais jeune, je vous ai dit, je faisais de la musique et de la politique. Et notre époque, c'est une époque que vous ne connaissez pas. Il y avait ce qu'on appelait en français les baladeurs, les Walkman. Et il y avait les Walkman recorders, enregistreurs, avec lesquels on peut enregistrer. Et donc, moi, j'enregistrais les combats. Quand il y avait des combats la nuit, je les enregistrais. Et puis, je les écoutais justement pour leur musicalité, en faisant abstraction de ce que ça peut faire sur le terrain concrètement, parce que c'est terrible ce que ça fait sur le terrain. Mais par contre, auditivement, il y avait quand même, c'était un bruit organisé, entre guillemets, et donc c'était très musical.
et je l'écoutais en tant que musique. Et lorsque j'ai écouté la musique concrète et lorsque j'ai écouté la musique de Xenakis, ça m'a parlé immédiatement parce que c'est aussi comme la musique concrète terrible que j'écoutais. Et puis, comme j'étais étudiant en musique, j'allais quasiment tous les soirs au concert de musique. Et c'est là, en 85, que je l'ai rencontré Xenakis à la salle Playel. Et depuis, je suis devenu son élève. Sachant que lui aussi, il avait une histoire politique. Comme vous le savez, il était militant de gauche, il était exilé, il est venu en France, il était architecte. En fait, il est musicien autodidacte. Il a travaillé avec Le Corbusier et puis après, il a connu Messiaen et c'est comme ça qu'il est devenu un grand compositeur. Bien sûr, il n'a pas pris de leçons avec Messiaen parce que Messiaen lui a dit ce que vous faites, c'est déjà parfait. Donc, on s'entendait bien parce que on avait en quelque sorte un parcours similaire. Il était dans la politique et il est venu à la musique. Puis, de toute façon, il s'intéressait à la musique depuis son jeune âge aussi. Et moi, c'est pareil. Et c'est pour ça qu'on est resté en contact jusqu'à sa mort. Malheureusement, l'émission n'existe plus sur France Musique. Il y avait une émission qui s'appelait Musicus Politicus. Et c'était Christophe Bourseillet qui faisait cela pour parler des relations entre musique et politique. Et avec Xenakis, on parlait beaucoup musique et politique. À un moment, j'ai posé la question à Xenakis. Je lui ai dit, maître, mais pourquoi vous n'avez pas continué la politique? Vous aurez pu devenir un chef d'État ou quelque chose. Il m'a dit, il faut regarder l'histoire. Dans l'histoire retient proportionnellement beaucoup plus d'artistes et de musiciens que des hommes politiques. Pour retenir un homme politique, il faut vraiment qu'il soit à un très haut niveau et qu'il fait quelque chose de fondamental. Sinon, on l'oublie. Et moi, je prends un exemple pour montrer ou pour prouver ce qu'il dit est vrai. C'est des exemples vraiment bêtes et méchants, très simples. Tout le monde connaît les variations Goldberg. Qui ne connaît pas les variations Goldberg? C'est des pièces de qui? De Bach. Bach, maintenant, il n'est plus allemand, il n'est plus européen, c'est un international. Il est connu mondialement, tout le monde connaît Bach. Et grâce à Bach, on parle de ces variations Goldberg. Donc quand quelqu'un s'intéresse à ces pièces, il va se demander c'est qui Goldberg? Eh bien Goldberg, a priori, à l'époque de Bach, il faisait la pluie et le beau temps. C'était, je ne sais plus, du style, je ne sais pas, gouverneur ou quelque chose, quelqu'un de puissant, et qui donnait des commandes qui pouvaient faire vivre les artistes. Et donc, grâce à Bach, cet homme politique a passé les frontières et est passé à la postérité. Sans Bach, il serait jamais, personne n'en parlera aujourd'hui. Et il y a bien d'autres exemples. Et puis, il y a les politiques qui exploitent la musique, comme c'est le cas de Hitler avec les Wagner, malheureusement. Donc, et la politique et la musique sont liées. Et de toute façon, il y en a beaucoup qui le disent que tout est politique. Rien n'est déconnecté de la politique et tout est de plus en plus politique. Même quand il s'agit, oublions la culture, maintenant, même quand il s'agit de santé, il y a de la politique dedans.